Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, vraiment, merci d'être venus si nombreux. On ne s'attendait pas à une foule pareille. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la présence de grandes stars qui nous entourent ici, mais on ne s'attendait vraiment pas à avoir un public aussi nombreux. Ça fait maintenant 2 ans qu'a commencé à germer l'idée de réfléchir en commun sur la question de... Bonjour Annette. Oui. De réfléchir en commun sur la question de l'altérité et du racisme entre Michel Vieviorka à ma gauche, Annette Vieviorka à ma droite, Régis Méran qui doit être quelque part par là, et moi-même. Alors cette idée a abouti donc au colloque d'aujourd'hui, tenu au Collège de France, avec le soutien financier de la Fondation Hugo du Collège de France et le soutien logistique de ma chaire d'histoire intellectuelle de la Chine, représentée en premier lieu par Madame Sophie Bosser, que vous avez dû voir à l'accueil, assistée de Monsieur Maxime Ferbus, ici même. Alors, j'imagine que si vous êtes venus aussi nombreux, c'est que, bien sûr, le racisme est un sujet toujours tristement d'actualité. Mais ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est d'examiner la notion de race plus spécifiquement associée à la Chine. Parce que ça, c'est un thème dont on parle peut-être un peu moins, ne serait-ce que parce que les Chinois vous diront toujours qu'ils ne sont pas racistes. Bon, alors... c'est à voir. Hein. Alors, c'était évidemment un fait bien connu que le concept prétendument scientifique de race a d'abord été élaboré en Europe avant d'être importé ailleurs dans le monde, notamment en Asie, où il a commencé à être diffusé au XIXe siècle par le biais de traductions d'ouvrages européens en langue asiatique, à commencer par le japonais, les Japonais ayant été les premiers à traduire d'abord du néerlandais depuis le XVIIIe siècle, puis plus largement des autres langues européennes au XIXe siècle, en particulier à partir de l'ère Meiji, qui a duré de 1868 à 1912. Les Japonais, donc je disais, ont traduit des ouvrages représentatifs de toutes les sciences humaines occidentales de l'époque. Et donc les discours sur la race, puisqu'il faut l'entendre au pluriel, ces discours sur la race de l'Europe à la Chine, qui constitue le titre de notre colloque, passe donc par une importante médiation japonaise dont nous parlerons au moins deux de nos collègues historiens du Japon et dont témoigne l'affiche du colloque. Alors, vous ne l'avez pas à l'image, mais vous l'avez sur... ces brochures. Alors, si vous regardez donc cette affiche, elle est intitulée donc Tableau illustré des types de races humaines. C'est un tableau qui date de 1872, donc nous sommes sous l'ère Meiji précisément, et elle se lit donc de droite à gauche. Alors, vous avez donc à droite en dessous la mention première catégorie, c'est la race blanche. Donc vous avez cet Européen barbu. Hein, bon. La deuxième catégorie, c'est la race jaune, avec quelqu'un qui ressemble à un Japonais. Hein. Et la troisième catégorie, c'est la race noire, hein, avec quelqu'un qui est censé représenter un Africain. Bon.
Évidemment, donc, ce qui va nous intéresser en particulier, ça va être justement cette catégorie intermédiaire de cette fameuse race jaune, hein, dont il va falloir se demander si c'est pas quelque part une invention. Hein. Bon, alors, outre cet itinéraire à travers l'espace et à travers le temps historique, nous aborderons la question sous des angles et des approches disciplinaires très différentes. Nous avons fait appel à un paléoanthropologue, en la personne du professeur Hublin, que beaucoup d'entre vous connaissent, des historiens, des anthropologues, des sociologues, et nous aurions pu penser aussi, pourquoi pas, à solliciter des experts en produits cosmétiques, vu l'obsession actuelle des Chinoises et vu les sommes astronomiques qu'elles dépensent pour blanchir leur peau. Et ainsi, en quelque sorte, rejoindre la catégorie numéro 1. Bon. Mais évidemment, en une journée, nous ne pouvons pas prétendre à l'exhaustivité et nous pouvons tout au plus chercher à susciter quelques questionnements. Alors, parmi ces questionnements, il y en a un en particulier qui nous tient à cœur. C'est ce que l'on a pu appeler l'invention de la race jaune et le fameux fantasme du péril jaune, qui est maintenant, d'une certaine manière, auquel s'est substituée la grande peur du grand remplacement, n'est-ce pas ? Avec évidemment des résurgences encore aujourd'hui. Donc ces fantasmes ont souvent été présentés en Chine ou dans les communautés chinoises de la diaspora sous l'angle de la victimisation, c'est-à-dire donc les Chinois ou les Asiatiques qui seraient victimes du racisme. Et alors, évidemment, ce questionnement-là ne doit pas occulter ou masquer la réalité de formes de racisme tout autant discriminatoires. Alors, non seulement des Chinois vis-à-vis d'autres groupes ethniques, mais aussi de la majorité ethnique dite Han vis-à-vis des minorités, ce que en Chine populaire on appelle les minorités, qui sont pourtant jusqu'à nouvel ordre composées de citoyens chinois à part entière. Hein. Je pense aux Tibétains, aux Ouïghours, etc. Bon. Alors, nous avons en somme une journée très riche de communication et de discussion, mais afin que, et là je m'adresse aux collègues qui ont eu la gentillesse d'accepter de participer à ce colloque, donc il faudrait qu'ils gardent en tête de ne pas dépasser 20 minutes d'exposé, 25 minutes au grand maximum, de façon à laisser à l'auditoire donc le temps de poser quelques questions ponctuelles et courtes, s'il vous plaît, hein, à la fin de chaque présentation, en sachant qu'une plage de discussion générale est prévue en fin de journée.